Aujourd'hui, notre feu sacré est Léonard Giannadat. À Martigny, au cœur du Valais, il a créé une fondation mondialement connue qui expose des chefs-d'œuvre. Son parcours a été émaillé d'épreuves qu'il a surmontées en faisant ses moteurs. Quel est le secret de cet homme aux multiples facettes? Léonard Giannadat, bonjour. Bonjour Viviane. Vous savez pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Je voulais aider à me l'apprendre. Vous savez, vous êtes un feu sacré. Alors un feu sacré, c'est un parcours humain fantastique, c'est un parcours qui est touchant, c'est un parcours vrai, c'est un parcours de quelqu'un qui est profond, qui a eu des hauts, des bas dans la vie. Et nous sommes aujourd'hui à votre rencontre pour que vous nous en parliez et que vous dévoiliez cette vie extraordinaire. Aujourd'hui, vous êtes tout puissant, vous êtes le grand Léonard. Vous savez, c'est toujours un petit peu gênant, ce genre d'entretien, parce que c'est peut-être mon côté italien, superstitieux. Je me rends compte de la fragilité de tout ce parcours, que ça a tenu à des miracles permanents. Tout d'abord une bonne santé, ensuite des rencontres. L'année passée, on a fait l'exposition de chefs-d'œuvre du musée Pouchkine. Alors on prévoit tout, on essaye de tout organiser, et tout d'un coup, voilà que le jour de la fermeture de l'exposition, un créancier demande la saisie des œuvres. Et un imbécile de fonctionnaire local obtempère, bloque les œuvres. Et comme le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique, c'est deux choses séparées, il a fallu qu'un scandale éclate. Et quel scandale? Pour que ça passe en boucle sur les chaînes russes et mondiales, pour que le Conseil fédéral décide de lever pour la raison d'État. Enfin, alors vous prévoyez tout, et tout d'un coup, il tombe une tuile comme celle-là. Donc, la fragilité de toute cette entreprise. Mais, quand on me pose la question parfois, et on me dit, dites-nous, Monsieur Giannadat, quel événement, qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce qu'il y a d'important comme exposition, comme concert, ou que sais-je? Je réponds, peut-être la chose la plus exceptionnelle, c'est la durée. Léonard Giannadat est un bâtisseur. Entrepreneur et ingénieur dans le génie civil, il a construit dans sa ville natale des milliers d'appartements, immeubles et ouvrages d'art. Membre de l'Académie des Beaux-Arts en France, Léonard Giannadat est aussi connu pour la fondation qu'il a créée en hommage à son frère défunt. Cette fondation abrite aujourd'hui parmi les plus grandes expositions internationales et accueille de prestigieux concerts de musique classique. En creusant les fondations d'un immeuble qu'il construisait, Giannadat découvre avec stupéfaction les vestiges d'un temple gallo-romain du 1er siècle. Malgré des enjeux financiers considérables, il décide de préserver le site pour y édifier une fondation qu'il dédiera à son frère. Ce geste d'amour va être le tournant de sa vie et le moteur de ce qui va suivre. La fondation Giannadat fait aujourd'hui rayonner la petite ville du Valais dans le monde entier. Depuis son ouverture, elle y attire plus de 6 millions de visiteurs autour du musée gallo-romain et des expositions, du musée de l'automobile, des œuvres sculptées du parc ou du pavillon dédié à Léonard de Vinci, un autre ingénieur qui lui aussi consacra sa vie aux sciences et à l'art. C'est à Martigny qu'en 1886, le grand-père de Léonard, Baptiste Giannadat, émigre de son Piémont natal en traversant à pied le col du Grand Saint-Bernard. Il s'établit comme maçon dans la ville où la famille Giannadat prospère. Léonard naît en 1935. Il va être tour à tour journaliste, caméraman, globe-trotter, avant de reprendre ses études à l'école polytechnique de Lausanne. Il est bien loin de se douter qu'il va établir un empire dans sa ville natale. Léonard Giannadat, nous sommes assis ici dans ces beaux jardins de la Fondation. La Fondation, c'est beaucoup de choses. Donc c'est ce musée gallo-romain, c'est un musée d'art moderne en même temps. On y montre la collection Franck en permanence. Et puis c'est surtout un lieu d'exposition, c'est un lieu de concert. Il se passe beaucoup de choses à la Fondation. Écoutez, j'ai souhaité que ce soit un lieu animé où il se passe quelque chose. Et non pas un musée où on attend la visite de l'oncle d'Amérique pour s'y rendre. Et je crois que le but est quand même atteint, puisque nous allons passer tout soudainement le cap des 7 millions de visiteurs en 28 ans. C'est-à-dire que ça représente une moyenne tous les jours, pendant 28 ans, de 700 personnes par jour. Pour une ville qui comptait à l'époque, en 1976,
moins de 10 000 habitants, 15 000 aujourd'hui, 700 personnes tous les jours, je crois que c'est quand même... Et puis, il faut dire où ça se trouve. C'est entre Verbier, Chamonix et Sion. Oui, donc, entre rien du tout. 1h30 De tout. à 1h30 de tout, au fond. Sans réservoir de population autour, il n'y a rien du tout. En hiver, les routes sont gelées, les journées sont courtes, les écoles sont fermées. Donc de faire 700 visiteurs de moyenne, donc c'est les expositions, c'est l'animation, les concerts, enfin tout ce qui s'y passe. Vous avez, je crois, commencé en étant un peu déçu du marché de l'art. Vous avez commencé par des expositions qui n'ont pas très bien marché. Non, par une exposition, effectivement, qui a foiré. Et pourtant, je m'étais adressé à un historien d'art qui était ensuite conservateur au Musée des Beaux-Arts de Lausanne, donc quelqu'un soi-disant de sérieux. Et puis ça n'était pas du tout ça. Ça n'a pas été grave longtemps, vous êtes vite adressé je pense que c'était une très bonne chose parce que le critique d'art qui a critiqué à juste titre cette exposition, je suis allé le trouver et en lui disant si vous êtes tellement malin, faites quelque chose. Il a dit d'accord. Et c'est lui qui m'a fait toute une série d'expositions. C'était André Kunzi. Il m'a fait une exposition clé pour commencer, une exposition Picasso, une exposition clé, par la suite Giacometti, etc. Les débuts sont difficiles pour Leonard Giannaddà. Le monde de l'art voit d'un mauvais œil ce nouveau venu qui vient du béton, avec cette fondation surgie de nulle part. Les premières expositions sont très critiquées. Pour réussir son pari, il va devoir surmonter l'insurmontable. Je pense que le monde de l'art a reconnu Giannaddà et sa fondation à partir du moment où Giannaddà a travaillé avec des conservateurs avertis, comme par exemple Jean Clair ou Daniel Marchessault ou Françoise Nora-Cachin. C'est quand même des sommités dans le monde de l'art et il a eu l'intelligence de bien s'entourer et de faire appel à des spécialistes pour être commissaire de ces expositions. J'avais fait le voyage exprès depuis Paris, et puis il me conduit à la gare et il me dit « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Enfin, je sais que vous avez fait Modigliani à Paris en 81. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire Modigliani à Martigny ? Moi, comme toutes les personnes bien élevées, je ne vais pas lui dire « Non, allez vous faire voir ». Je lui dis « Mais oui, pourquoi pas ?» en me disant « Mais bon, voilà, c'est le genre de réponse qu'on donne très souvent. » Et puis voilà, l'exposition a eu lieu, ce qui était quand même un miracle. Enfin, je veux dire, Modigliani, c'est pas simple à organiser où que ce soit, et à Martigny en particulier. Donc, et c'était un pari et que nous avons effectivement gagné. C'était très amusant. Léonard, il y a eu un autre grand jour à Paris et j'ai eu la chance d'y assister. C'est votre installation à l'Académie des Beaux-Arts. Oui, bien sûr, on n'oublie pas ça. On n'oublie jamais ça. On n'oublie pas ça, oui. Vous savez, vous étiez, quand vous avez fait votre discours, vous aviez l'air d'un empereur romain. Et parmi tous ces vieillards charmants, mais sur lesquels le temps avait fait son œuvre, c'était extraordinaire. Vous pétiez de santé, vous pétiez de force. Vous allez me faire rougir. Non, c'était extraordinaire. Et vous vous souvenez de la phrase que vous avez dite ? Je l'ai gardée, cette phrase. Vous avez dit une phrase tellement touchante. Vous avez dit « Alors que rien ne me destinait aux arts, me voici au milieu de ceux qui incarnent la continuité de l'art. L'éblouissement me gagne. » C'est ça, au début de mon discours. Et j'ai trouvé ça tellement touchant. Et c'est la vérité, pourtant. Vous savez que sur ce magnifique habit tout chamarré, qui était sublime, avec votre épée au côté, l'empereur romain, vous aviez gardé la chemise noire des maçons italiens. C'était un petit clin d'œil comme ça, mais j'ai aussi une chemise blanche. Mais c'était une sorte, pour moi, je l'ai pris comme une sorte de fidélité au passé. Vous êtes, je crois, le petit-fils d'un maçon piémontais. C'est ça. Mon grand-père est venu à la fin du siècle, du 19e siècle, en 1800, à l'époque où Picasso est né. Il est venu à pied. On le dit souvent qu'il est venu à pied, mais c'était vrai. D'abord, le tunnel du Simplon n'était pas percé. Puis ensuite, il n'aurait pas eu les moyens de se payer le train. Donc, à l'âge de 13 ans, il est venu à pied, sachant ni la langue, n'ayant évidemment pas de métier. Et puis voilà, il s'est installé, il a travaillé. Vous avez tellement de facettes. Parlez-nous de cette activité de mécène, parce que vous faites aussi restaurer pas mal d'ouvrages. On a fait une exposition extraordinaire de Modigliani, mais ça fait une vingtaine d'années, je pense, 18 ans, je ne sais plus. Et quand on a fait cette exposition Modigliani, à la fin de l'exposition, il y a un Parisien qui est venu me trouver, il a demandé rendez-vous, je ne sais pas ce qu'il voulait, et il m'a montré une photographie, il m'a dit « Voilà, c'est la tombe de Modigliani
au cimetière Montparnasse. Regardez dans quel état il est. Vous avez fait une exposition qui était un succès énorme, et j'ai dit pas de problème. Et j'ai fait restaurer la tombe de Modigliani. Léonard, il y a un autre Léonard que vous exposez en permanence. Est-ce que vous vous sentez un peu une affinité avec... J'aurais pas cette prétention-là. Un jour, j'ai vu une exposition Léonard de Vinci avec des facsimilés, des modèles tirés d'après les dessins de Léonard de Vinci, qui étaient exposés au Musée national suisse à Zurich. J'ai rencontré le concepteur et les propriétaires de cette exposition. Je l'ai acheté et elle est chez nous maintenant quasi en permanence. Et vous avez embelli la ville aussi avec une activité de mécène. Chaque rond-point a reçu une sculpture. La ville a commencé à construire des giratoires, des ronds-points, ça fait une quinzaine d'années. Il y en avait 2 ou 3 en projet. Je me suis dit que peut-être il y avait une opportunité, avant de laisser faire n'importe quoi, je ne dis pas que ce que j'ai fait est forcément mieux, mais de proposer de mettre des sculptures sur chacun de ces giratoires. Il y en avait 3 ou 4. Et alors j'ai offert les sculptures. Actuellement, il y en a 13. On va installer le 13e dans quelques semaines. Est-ce que vous pensez que les décès tragiques de votre famille ont ouvert une brèche et que c'est ce besoin, au fond, de donner du bonheur? Absolument. C'est ça qui vous Parce que l'accident de mon frère a été ce qui a déclenché le tout. Mais en 4 ans, j'ai perdu mon père, ma mère et mon frère. Donc, je crois que votre maman, c'était aussi dans des circonstances tragiques. Oui, c'est le train qui passe de temps en temps ici, qu'on entend passer, ici à côté, qui a écrasé ma mère. Donc, il passe, chaque fois qu'il passe, tout à l'heure, on entendait passer le train, c'est à quelques centaines de mètres d'ici. Et elle revenait du cimetière où elle a été sur la tombe de mon père. Il est dans l'ordre des choses de perdre ses parents. Mais la plus cruelle tragédie reste à venir. La disparition de son frère Pierre, mort en héros. Son avion fait un atterrissage de fortune et prend feu. Pierre est sauvé, mais retourne dans l'avion en flammes pour en sortir ses camarades. Il mettra 1 semaine à mourir de ses blessures. Pour ce qui aurait dû être le 40e anniversaire de Pierre, Léonard lui dédie cette fondation. Ce qui caractérise quand même Léonard, c'est son énorme générosité. Rien ne l'obligeait à créer une fondation pour son frère, enfin au nom de son frère. Et je pense que ça fait partie de sa personnalité de vouloir honorer les gens qui lui sont proches, les artistes qu'il aime. Et il fait tout et il se donne les moyens justement pour faire quelque chose de magnifique. Ça sont des blessures qui ne se referment jamais. Alors, tout ça, ça fait un tout. Et quelle belle réaction au fond de chercher à donner du bonheur. Et tous les gens qui viennent ici, Léonard, ils ont du bonheur. Vous leur donnez du bonheur. Vous leur montrez ce qu'est la beauté et vous leur donnez du bonheur. Et ça, c'est magnifique. C'est ce que j'essaie de faire. C'est une grande joie dans la vie. Au fond, vous n'avez que des passions, Léonard. Parlez-moi d'une autre passion qui n'a rien à voir avec l'art, les voitures. Alors là, vous vous trompez complètement. Les voitures ne m'intéressent pas et j'y connais rien. C'est vrai. Absolument. Et pourtant, j'ai fait un musée d'automobile. Oui. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement, je voulais construire un immeuble locatif. J'y ai renoncé suite à l'accident de mon frère et la découverte des vestiges du temple gallo-romain, mais j'avais déjà construit le parking destiné à l'immeuble que je n'ai pas fait. Alors vous l'avez rempli? Je l'ai rempli. Un jour, un club de propriétaires de voitures anciennes m'a contacté en me disant « Si vous aménagez un local, un lieu, un musée, nous mettons les véhicules, les voitures. » Alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant, qu'il pourrait y avoir une synergie, que des enfants viendraient voir les voitures, que les parents seraient tranquilles pendant ce temps pour aller voir les Goya. Remarquez que c'est souvent l'inverse qui se produit. Et alors j'ai aménagé le musée. Et puis voilà que ces membres du club mettaient leurs voitures souvent le lundi matin, les reprenaient le vendredi soir pour leur rallye, leur mariage, leur sortie. Bref, c'était devenu leur parking gratuit. Ah oui. Alors ça m'a un petit peu agacé. J'ai liquidé tout ça, j'ai acheté une 50aine de voitures et j'ai fait le musée. Léonard, on a beaucoup de chance d'être dans les jardins de la Fondation Pierre Giannadas. Chacune de ces sculptures est un choix. Absolument. Une par une. Une par une. C'est votre fierté, votre grande fierté. Je crois que c'est ce dont je suis le plus fier.
ce parc de sculptures, parce que c'est quelque chose qui restera. Oui, ça restera. Et sans difficulté, il n'y a rien besoin d'inventer. C'est là, c'est fait, c'est un parc de sculptures. Et il s'améliore chaque jour parce que les arbres grandissent. Chaque arbre a été planté à sa place. Chaque arbre à sa place. Tout est absolument décidé, choisi. Et un jour, on m'a fait constater, je ne l'avais pas remarqué, et ceci sans coquetterie aucune, que c'était finalement un panorama de la sculpture du XXe siècle. C'est un panorama de la sculpture du XXe siècle. Avec une sculpture par-ci, par-là, et beaucoup n'ont pas du tout changé de place. Certaines ont été changées en fonction de nouvelles acquisitions. Et puis, petit à petit, le puzzle s'est mis en place. Alors Léonard, j'ai une question tout de suite. En peinture, vous êtes très figuratif. Pourquoi est-ce qu'en sculpture, vous mélangez le non figuratif et le figuratif? Je ne dirais pas que c'est tout à fait juste. On a aussi fait de l'abstraction. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais vous savez aussi pourquoi? Parce que l'abstraction, qui est beaucoup plus contemporaine, c'est souvent de grands formats. Et nos espaces permettent moins facilement les grands formats. Il n'y a pas que des raisons techniques, il n'y a pas que des raisons géographiques. Il y a des raisons de cœur, il y a des raisons de choix. Vous n'avez pas mis en place un jardin de sculpture de cette qualité-là, qui emporte des choix financiers aussi lourds, sans y mettre tout votre cœur. C'est vrai, c'est vrai. Regardez la beauté. C'est magnifique. Ces couleurs vertes, toutes fraîches du printemps, différentes, tous ces tons de vert. Petit escalier, on va vers le calder. Léonard, on ne demande pas à un père lequel de ses enfants il préfère, mais est-ce qu'il y a quand même une sculpture ici qui est particulière pour vous? Mais chacune a son histoire, chacune a sa beauté, chacune a sa place. Et si une ne me plaisait pas, elle ne serait pas là. J'imagine. Elle ne serait pas là. Plus? Mais vous savez que je n'en ai jamais revendu une seule, en disant, tiens, j'en trouve une plus belle. Non, je suis attaché à toutes celles qui sont là. Mais écoutez, le calder est tout simplement exceptionnel. Oh, il est exceptionnel. Le Chilida est extraordinaire. Tout le à Miro fait. au milieu du bassin aussi. Le pouce de César. Tout à fait. Vous savez, j'ai aussi dans les choix des expositions un problème, un souci, c'est que les expositions marchent, tournent, que j'arrive à peu près à les faire vivre. Alors que de temps en temps, je me permette, comme j'ai fait par exemple Ben Nicholson. Ben Nicholson, ça a été ça, c'est abstrait, financièrement un pouf monumental. C'est vrai. Mais c'était d'une telle beauté cette exposition qui a été faite par la Tête Galerie de Londres, qui est venue faire l'exposition à Martigny. C'était une merveille. Il y avait que 40 tableaux, certains très grands formats. Voilà. Et le Penalba, alors l'histoire du Penalba. Alors le Penalba, je l'ai acheté. Comment est-ce qu'on l'a amené ici? Il est Alors gigantesque. on l'a amené, je l'ai acheté à Anvers, dans un parc de sculpture d'Anvers. Il appartenait à la succession Penalba, que j'ai bien connue. Alice Penalba, je l'ai bien connue. Je l'ai vue à de nombreuses expositions avant son terrible accident. Et quand je l'ai acheté, cette sculpture, je crois que c'est la seule que j'ai achetée sans la voir. Alors j'ai quand même été surpris par la taille. Je savais qu'elle était grande, je savais qu'elle mesurait une dizaine de mètres de hauteur, qu'elle pesait 12 tonnes. Je ne me suis pas rendu compte, c'était aussi impressionnant. Alors elle est venue comment? Elle est venue coucher? Alors elle est venue par bateau jusqu'à Bâle, par le Rhin jusqu'à Bâle et ensuite par camion. Et ils ont même réussi à lui faire choper un pont qui a été emporté en route. Elle a été un peu de fois, on l'a remise en ordre. Et je l'ai mise ici avec cet écran de verdure derrière pour qu'elle s'appuie. Diminue un peu la monumentalité de cette œuvre que j'aime beaucoup. Et vous savez, j'ai aussi quelques tableaux. Alors on me demande parfois les tableaux que j'ai, quel est le fil conducteur. Alors c'est tout à fait hétéroclite. J'achetais des œuvres d'exposition que je mettais sur pied en me disant que ça ferait toujours un collectionneur de moins à convaincre. Ah là là, oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Et après, je me suis dit que j'allais arrêter d'acheter des tableaux parce que je ne veux pas avoir des couches de tableaux. Et j'apprécie le peu que j'ai. Par contre, je me suis attardé pour la sculpture. Avec la sculpture, d'abord, vous faites une exposition avec 10 sculptures et vous ne faites pas une exposition avec 10 tableaux. Alors, avec 10 sculptures, voilà, vous arrivez à... Et vous faites plaisir aux visiteurs qui l'apprécient, qui le voient. Les tableaux chez vous, personne ne les voit. Enfin, on les apprécie soi-même, c'est très égoïste. Par contre, la sculpture, tout le monde en profite. C'est vrai, c'est vrai.
Si vous voulez bien, on va se diriger vers la fondation. J'aimerais beaucoup, même si vous ne les aimez pas, que vous me parliez des voitures. J'ai même pas dit que je les aimais pas, j'ai dit que je ne les connaissais pas et que ça ne m'intéressait pas. Tout à fait. Mais je les ai, bon, Vous les aimez bien. Ouais, un petit Vous les peu, aimez voilà, bien. voilà. C'est pas la même passion. Ouais, pas la même On va passion dire du comme tout. ça. Il y a un degré dans la passion et dans les amours. Léonard, on est dans l'antre des merveilles ici. C'est 50 petites merveilles. la caverne d'Ali Baba. Ah oui, c'est la caverne d'Ali Baba. Alors, c'est 50 vieilles voitures. Non, pas du tout. bichonnées. Pas du tout. Non. Voiture ancienne. Voitures anciennes. On ne dit pas vieille voiture, voiture ancienne. Vintage cars. Absolument. Non, encore plus ancienne, et les ancêtres. Ah, alors. Le vintage, c'est les années 20, et puis les ancêtres, c'est début du siècle. C'est bien, merci pour la précision, elle est importante. C'est une des seules choses que je connaisse dans les voitures. Alors, c'est vrai qu'elles sont toutes en état de marche? Tout en état de marche et expertisé. Expertisé, ça veut dire que vous pouvez, si vous le savez, monter, prendre le volant et partir. Et vous avez le droit de rouler. Alors là, c'est une pic-pic. C'est une pic-pic. C'est mythique, la pic-pic en Suisse. Eh ben chez nous. oui, c'est la voiture de luxe, la grande voiture de luxe suisse. On monte Et dans une pic-pic? Mais si vous voulez, chaque voiture a son histoire. Je les ai trouvées certaines en Amérique du Sud. J'ai trouvé des échanges. Parce que c'est dans les colonies qu'on les trouvait encore, dans les pays où il y avait quelqu'un qui les importait, puis ils ont mis dans une remise, on les trouve comme ça. Et elles étaient dans quel état pour la plupart? Oh, certaines n'avaient plus grand-chose. Plus grand-chose, voilà. Voyons, voyons. Alors là, on est parti pour une grande aventure, je crois. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a Alors derrière, en fait, c'était la place du chauffeur du ici. chauffeur et qui Et était de séparé. la femme de chambre. Peut-être du mécanicien. Du mécanicien. C'était plus utile. D'accord. C'est un plaisir de rouler avec une voiture comme ça. magnifique. Je ne sais pas les conduire, mais je me fais conduire. Est-ce que vous faites des rallyes? Certaines en ont fait, ceux qui aiment ça le font. Non, mais les voitures ou Les vous? voitures, pas moi, tous non, les deux? voitures. Jamais? Non. Jamais un rallye? J'accompagne parfois un petit moment, mais au bout d'un quart d'heure, Ça vous ennuie? à la pluie. Non. Ah, vous n'avez jamais envie de traverser un beau pays, un beau paysage dans une mécanique comme ça? Regardez comme on est bien assis, on a l'impression qu'on domine le monde. là. C'est un salon. C'est un salon. Un vrai salon. Regardez ces boiseries. Eh bien alors ça a tout les du bateau cuirs, par oui. contre. On a l'impression qu'on est dans un bateau si on regarde. On est sur un pont, sous un pont de bateau. de si on l'acajou. regarde. Oui, l'acajou. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a une voiture de chef d'État ou de personnage Bien, écoutez, connu? voilà cette voiture qui est à côté de nous. C'est la voiture qui a été commandée par le tsar Nicolas II pour la chasse. Elle pèse 4 tonnes. Elle brûle 50 litres au 100 km. Ah oui, Il fallait une c'est citerne, un camion-citerne qui suive la voiture. Mais en 1917, elle n'a pas pu être livrée. Je pense que le avait des Nicolas II raisons. a eu d'autres problèmes. Donc la Il y a voiture eu n'a des pas été livrée. C'est une Delaunay-Belleville, une voiture de luxe de l'époque, française, et dans son état d'origine avec la carrosserie d'origine. Léonard, vous ne croyez pas qu'une vie réussie, c'est ça? C'est une vie avec une suite de peines, d'épreuves, d'erreurs, d'errances, et puis finalement, au total, quelque chose de positif et plus important. Ça, on verra à la fin. Je ne suis pas pressé, mais voilà. Non, on n'est pas pressé. On avait 71 ans, voilà. Vous ne les faites pas, vous savez que c'est une coquetterie de le dire. Oh, non, c'est la réalité. Mais c'est une belle réalité en tout cas. Et merci beaucoup, Léonard, d'avoir ouvert votre cœur. Vous êtes le premier feu sacré. Il y en aura d'autres. Merci d'avoir montré ce beau parcours et de l'avoir ouvert avec votre cœur. Vous savez, il y a des gens, vous le savez, comme moi, qui sont sur le bord de la route. Des jeunes qui ne savent pas comment démarrer leur vie. Et je suis heureuse que vous ayez encore une fois montré ce parcours exemplaire avec ses failles et ses erreurs. C'est ça, un homme véritable. Merci. Merci, Viviane.